Hier, c'était déjà la panique pour beaucoup de monde et aujourd'hui, on a recouvert déjà pratiquement tout le mouvement précédent. On est de nouveau à 13 500, 13 600 dollars sur le BTC. Clairement, également, vous le savez, sur cette chaîne-ci, hier, c'était l'opportunité d'ouverture d'un long au 23% de Fibonacci et donc, c'est-à-dire plus précisément aux 12 900 dollars. Vous le savez, on fait cela bien entendu en vidéo. Donc, on repart sur la vidéo du 28 octobre d'année 2020. On a grandi l'écran et comme vous le voyez, eh bien, on avait mis tout le plan de trade en place. On va regarder également, du coup, si vous aviez fait un trade similaire, si vous êtes rentré en long vers, en tout cas, ces zones de prix, qu'est-ce que vous auriez dû faire à la perfection? Tout a été expliqué hier, mais maintenant, on va faire le suivi, voir où aurait-il dû prendre votre TP, comment faire cela, est-ce qu'on déplace son stop loss maintenant, etc. Tout sera fait dans cette vidéo, le suivi finalement pédagogique pour vous. Et également, on fera en fin de vidéo, eh bien, comme toujours, des perspectives haussières pour le BTC, entre guillemets, plus long terme. Et en plus de cela, également, le rappel encore et toujours pour les investisseurs, savoir quand acheter, comment acheter, selon quelle stratégie, selon votre profil. Bref, le BABA que je rabâcherai un maximum dans toutes mes vidéos parce que c'est la base de la base et il faut que vous connaissiez cette base-là si vous ne l'avez toujours pas acquise. Et également, en fin de vidéo, une discussion que j'ai eue avec 2-3 abonnés, 2 abonnés d'ailleurs, assez important, pas important du tout, mais assez intéressante, pardon, c'est par rapport au profil d'investisseur également, savoir si finalement on est un investisseur pur et dur, c'est-à-dire qu'en gros on achète pour jamais revendre, mais uniquement, finalement on revendra uniquement que quand on aura atteint un terme de temps défini ou également un ratio défini, ou alors au contraire on est un investisseur qui a un peu un profil dans ce côté d'investisseur et bien de trader. On va en parler, vous allez voir, c'est assez formateur je trouve, vraiment c'est assez intéressant. On n'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire qu'on n'est pas investisseur 100% ou trader 100%, on peut être également un mélange des deux. Je vais en parler durant cette vidéo. C'est également assez intéressant. Il me semble, ça sera un peu de blabla à la fin, mais vraiment, voilà, c'est assez intéressant. Quand même, malgré tout, on va faire l'analyse de tout cela. On va quand même, toujours et encore avant, faire la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur cette vidéo qui concerne le BTC face au dollar. On va l'analyser ensemble, mais juste avant l'intro et également, mais maintenant comme toujours, les remerciements par rapport aux donations. Vous le savez, enregistrer ces vidéos-là, maintenant en direct, parler au moins 30 minutes, par après également uploader, enregistrer, c'est-à-dire faire le montage, après également faire la miniature en avant également, c'est-à-dire en amont, avant tout cela également, il faut travailler le graphique, proposer des plans de trading, etc. Enfin bref, ça demande beaucoup de temps de manière journalière et ceux qui veulent récompenser tout ce temps, partager également la pédagogie que j'essaie d'apporter un maximum dans mes vidéos, eh bien vous pouvez le faire. Ça fonctionne comme donation, comme dit, pardon, et également ça fonctionne par palier. Vers les premiers paliers également, d'ailleurs, je vous enverrai en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle rapidement, ces règles-là, je les ai écrites de manière concise, c'est-à-dire en une trentaine de pages. Alors oui, je ne vends pas du volume, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi de faire des pages et des pages pour faire semblant et que vous fassiez un très beau feu pour Noël. Non, pas du tout, au contraire, j'ai tout condensé pour que vous puissiez apprendre les choses rapidement et que par après, ça soit efficace et autonomie par vous-même et que tout simplement après, vous deviez finalement plus que regarder mes vidéos pour avoir un autre point de vue, mais que vous puissiez faire finalement vos analyses par vous-même. Tout cela va être également vu finalement de manière quotidienne et vous aurez également un appui vidéo, comme je le fais de manière journalière. Maintenant que tout ça a été dit, c'est parti, on part dans l'analyse. On va faire d'abord, je l'ai dit, le suivi du trade d'hier. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui ont ouvert le 23, et 23% de Fibonacci, ici indiqué. Alors ça, c'est la vidéo d'hier, mais on avait en plus de ça vu, la jour avant hier, la chute. Bien entendu, on n'ouvre pas un trade quand on y est. On prévoit la chute a lieu, on ouvre le trade. Ici, clairement, c'est ce qui s'est passé, la chute a eu lieu, on ouvre le trade. Là maintenant, c'est la vidéo d'hier, ça reste sur image. Il n'y a pas encore les petites bougies vertes. Vous voyez pas encore le petit rebond là et les petites bougies vertes qu'il y a eu maintenant jusqu'à 13 600 dollars. Il n'y a pas encore tout ça. Clairement, il faut comprendre une chose, c'est que premièrement, ouverture du trade, c'est dans la zone verte, donc au 23% de Fibonacci. Par après, on rappelle, on a mis 3 take profits partiels finalement majeurs, c'est-à-dire c'est les zones de prix que l'on devrait atteindre normalement sans le moindre souci pour prendre les TP majeurs. Mais il faut un TP de sécu. Le TP de sécu, c'est celui qui est placé ici à 38,2. D'accord? Donc ici, clairement, quand on va sur finalement le graphe de maintenant, j'agrandis d'ailleurs maintenant la chose, on est sur la même chose. D'accord? Donc stop loss placé, un peu en dessous de son point d'entrée. Point d'entrée fait à 12 009. On va regarder tout de même à la correction, c'est à 23,6. Le point d'entrée, c'est 23,6 de Fibonacci. Donc c'est-à-dire, excusez-moi, je fais des mouvements assez rapides de caméra et surtout de plan. Mais j'essaye de ne pas faire trop de choses floues pour que tout le monde puisse suivre, surtout de manière visuelle. C'est-à-dire que le point d'entrée, en fait, est ce point-là, le 23,6. Vous voyez le 23,6 en rouge ici, à gauche, eh bien, ce sont donc les prix aux alentours des 12 969 dollars, si vraiment on veut être très précis. Point d'entrée pour le trade ouvert, d'accord? Maintenant, à ce niveau-là, le stop-loss a été légèrement mis en dessous. Bien entendu, il faut, encore une fois, et toujours pouvoir accepter le bruit du cours. Maintenant, s'il descend trop fortement, on sort du trade. C'est ça qu'un stop-loss est, bien entendu. Et par après, on met des
des take profit partiels. Les TP, ben voilà, ils sont là. Je vais remettre comme dans l'arrêt image précédent, eh bien, le Fibonacci, bien entendu, d'extension. Comme ça, on voit comment on a placé ensemble les TP, etc. Et par après, ben, on va l'expliquer et voir finalement qu'est-ce que vous auriez dû faire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, bref, on va parler de tout ça. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'en fait, vous voyez ici, déjà atteint le TP numéro 1. C'était même pas le TP numéro 1, c'est le TP que moi j'appelle 0.5, c'est-à-dire c'est le TP de sécu. Je rappelle à quoi est-ce qu'il sert. Il sert, donc premièrement, on le situe aux alentours des 38,2. Vous pouvez le placer à 61,8, mais c'est déjà un peu plus agressif. Mais c'est de le placer dans l'intervalle 38,2-61,8. À 50 si vous voulez également. D'accord, attention à ça. Mais il est important de comprendre une chose, c'est que ce TP de sécu, à quoi il sert? Il sert à couvrir vos frais, par exemple, si vous êtes en funding, c'est-à-dire que finalement, vous avez des frais par rapport à vos leviers. Si vous avez des frais, l'objectif, encore une fois, est toujours, c'est d'ailleurs d'essayer de les couvrir au maximum, le plus rapidement possible, histoire d'avoir un risque par rapport à ça le plus court, et également, mais du coup, le plus rapidement annulé. Par après, maintenant, pour celui qui maintenant n'a pas encore pris son take profit partiel de sécu, mais prends-le, je ne sais pas ce que tu attends, d'accord? Parce que le cours, comme dit, il peut très bien ne jamais atteindre le TP là-bas en haut, et finalement, en fait, le cours cracher. On rappelle, on ne lit pas l'avenir. C'est pour ça que quand on fait un trade, l'objectif, c'est d'abord sécuriser sa position, faire tout ce qu'il faut pour qu'on ne puisse ne plus perdre d'argent. Une fois que tout ce qui a été fait pour ne plus perdre d'argent est fait, et bien par après, on profite et on sirote son cocktail au bord de la piscine. Malgré tout, là maintenant, prends ton TP. Si tu n'as pas encore pris ton TP et qu'on est maintenant à 3000, pas du tout, mais à 13 565 $, bah, c'est bien, hein, prends-le s'il te plaît, hein, prends-le, c'est super important. Le stop loss qui a été placé en dessous de la 4, en tout cas sur le niveau de support précédent aux alentours des 12 782 $, si tu es plutôt agressif et que tu te dis, et puis même pas agressif, mais même pas agressif en fait, tu peux déjà le monter à ton point d'entrée en fait. C'est-à-dire que là maintenant, en fait, le risque qu'il y avait lié par rapport à cela, parce que pourquoi est-ce qu'on va le monter maintenant? Je vais l'expliquer dans 2 secondes. Parce qu'en fait, voilà, premièrement, le stop, on l'avait placé à 2%, hein, on se rappelle, on l'avait placé à 2%, un peu plus du coup. 2%, voilà, enfin on est à 2% plus ou moins ici, on l'avait placé là, d'accord, à 2% et quelques. Maintenant, clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'en montant son stop, hop, on diminue l'exposition ici. Vous voyez, hein, les 2% ici, hop, en le montant, le stop à son point d'entrée, on l'annule. Il n'y a plus de risque de perte maintenant, c'est fini. En prenant en plus de cela, votre premier TP de sécu, vous avez premièrement couvert vos frais, et en plus de ça, vous avez un léger bénéfice. Si jamais le cours, comme dit, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, et puis en fait, il crache, d'accord? C'est un trade qui est d'office gagné. Donc maintenant, c'est pas grave, c'est bon. Pourquoi est-ce que maintenant j'insiste sur le fait qu'on peut déjà monter en fait son stop loss, alors que c'est vrai, c'est un peu tôt, hein, je le cache pas, c'est un peu tôt. On a fait un micro rebond et on est encore très loin de par exemple les 14 200, les 14 900 ou voire même ici les 16 300. Parce que si on devait casser ce niveau de support, alors je vais le dessiner de manière simple et je vais même aller sur un graphique où il n'y a rien, ou en tout cas j'espère qu'il n'y a encore rien. Ah super, il n'y a rien. En fait, très simple, hein. Vous le voyez également visuellement, je suis sûr, mais il y a un niveau de support que l'on peut identifier ici de manière oblique, d'accord, là, d'accord. Alors on les a un peu percés ici, on peut dire que voilà, du coup on fait ce niveau de support là, mais entre guillemets, il y a un niveau de support général, hein, si on élargit les lignes, tout simplement dans cette zone diagonale, donc en fait dans cette oblique. Si on devait faire ceci, hein, aller chercher cela, boum boum, et qu'on cassait ce niveau de support oblique indiqué en blanc, il y a de fortes chances qu'on aille voir plus bas, et qu'on aille voir le Fibonacci des 38,2, ou voire même peut-être des 50. Maintenant, encore une fois, les 23,6 étaient à privilégier. Maintenant, clairement, c'est-à-dire que si jamais le cours va dans le mauvais sens, hein, par rapport à notre trade, et qu'on est en long, étant donné qu'on a déjà tout fait pour ne plus avoir de perte potentielle, par rapport, vous le savez très bien, au take profit partiel, on sort de ce trade-là et on attendra une opportunité maintenant pour acheter plus bas et rentrer de nouveau, attention, dans un long et non pas dans un short, étant donné que maintenant on est passé boule sur la chaîne, vous le savez très bien. Donc maintenant, clairement, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir fait tout ce que je viens de dire, de sécuriser maintenant déjà siroter son cocktail et d'attendre que finalement on fasse du gain si le cours continuait maintenant à monter de manière indéfinie. Maintenant, comme dit, si jamais il chute plus bas, on attendra les 38,2. Les 38,2, vous allez me dire, ils sont où? Ils sont où si jamais on chute plus bas? Maintenant, c'est vrai, du coup, je sors de mon trade, j'accepte mon petit bénéfice, qui ne sera du coup qu'un petit bénéfice. Mais du coup, le prochain trade à ouvert potentiellement, se retrouvera ici, d'accord, se retrouvera au 38,2. Alors, à 38,2, on les place, et 38,2, ils sont ici, d'accord. Et là, on repassera, si on devait exprimer cela sur le graphique, tout simplement, on remettra les TP en place, on les recalculera, etc. Mais le nouveau point d'entrée sera là.
trade ici qui sera couvert et gagné. On attendra le retracement baissier s'il doit avoir lieu et rachat de nouveau sur les alentours des 12 434 $. On refera à nouveau la même méthodologie pour sécuriser son trade. De nouveau TP de sécu, déplacer son stop loss, attendre de toute façon les TP majeurs qui seront déplacés parce que là maintenant ils seront plus bons, d'accord, bien entendu, mais on fera ça bien entendu si ça doit s'exprimer. Une chose également sur cette fameuse 4, la 4 si elle doit se terminer, pour moi elle se termine là. D'accord, là. D'accord. Première chose également, quand on la regarde visuellement, elle est très courte. Je ne dis pas qu'elle n'est pas finie, je ne dis pas non plus qu'elle est finie, j'ai juste qu'elle est très courte. Je m'attendrai, n'empêche, à une figure plus longue, c'est-à-dire au moins un triangle, en tout cas une consolidation à l'horizontale plus longue. Là, maintenant, c'est assez léger. D'accord. Si on a fini, ça m'étonnerait. Si maintenant c'était déjà des bougies vertes, tant mieux, parce que le trade, boum, 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 et c'est gagné, on prend tous les TP, c'est réglé. Mais ça m'étonnerait. C'est-à-dire qu'en gros, je m'attendrais tout de même à une 4 qui se prolonge et qui nous dessinerait alors un triangle. Rien de compliqué. Une 4, une 4, c'est souvent des triangles. Je vais d'ailleurs même pas le mettre en vert, je vais le mettre en jaune, comme ça on voit bien, ça flash un peu mieux. Mais voilà, une consolidation à l'horizontale. Et enfin, à un moment, ça dessinera, du coup, vous l'avez compris, une résistance ici oblique, cassure de la résistance oblique, et boum, padaboum, on est monté avec le cuir, on va chercher les TP. Clairement, pour le moment, c'est plutôt ça que j'imagine, en tout cas, ce à quoi je m'attendrais. Maintenant, si c'est pas ça et que ça pump tout de suite, tant mieux. TP gagné, TP pris et trade gagné. Malgré tout également, je, pour le moment d'ailleurs, sur ce cours-ci, que des plus bas. Vous voyez ici. Et en plus de ça, clairement, là, on fait un peu haut. Donc, on n'est pas dans une configuration. Pour ceux qui seraient déjà boulés, en train de se dire, c'est parti, on va to the moon déjà maintenant, etc. On n'est pas non plus déjà avec ce plus bas ici sur le bas de la 4. Là, étant donné qu'on fait, vous voyez bien ici sur le récit, un nouveau plus bas, qui est indiqué par là, d'accord. C'est-à-dire que celui qui avait déjà commencé à décompter cela ainsi, en disant, voilà, j'ai ma 1, j'ai ma 2, oula, la couleur, et le degré, oulala, je dois tout changer. On va le mettre en blanc, on va modifier le degré, on va le mettre en minor, voilà, et on va mettre les lignes en visible. Celui qui avait déjà commencé son décompte comme suit, c'est pas bon, c'est pas bon, tout simplement, pourquoi vous le savez très bien. On le voit, le RSI va en dessous. D'accord. Une 2 qui se fait écraser par son RSI, c'est pas possible. D'accord. Donc ici, c'est pas bon. Ce que l'on peut voir du coup ici à l'écran, c'est premièrement une figure de correction qui est potentiellement finie là, c'est-à-dire aujourd'hui, vers 13h. Mais une chose est sûre, donc ce 29 vers 13h, vers midi. Mais une chose est sûre, c'est qu'également, quand on regarde ceci, du coup, ce qu'on doit en déduire, si la figure était déjà finie, c'est en déduire une ABC. A. B et C, super, on ne voit pas les lignes, rien du tout, hop, je le mets maintenant également en minor, hop, ainsi, A, B et puis C, comme vous le voyez ici, je vais mettre en plus épais, avec, comme vous voyez ici, une échec finalement, donc une espèce de tronqué sur la C. Donc c'est-à-dire que, grossièrement, si la 4 est déjà finie maintenant, ça serait un bull run énorme. C'est-à-dire que le rejet haussier sera énorme. C'est-à-dire que, regardez bien, le Fibo qu'on a été chercher, quand on regarde ça, ce sont les 38,2. D'accord, on le voit ici, 38,2. Si je suis un peu plus précis, on est presque au 38,2 même. C'est vraiment un gros échec sur ici, cette C-ci. Donc si ça, clairement, valide la cassure vers le haut et qu'on fait des nouveaux plus hauts, c'est vraiment à attendre, ou en tout cas on devra attendre un beau petit pump, et c'est-à-dire que on peut s'attendre aux 14 000, 15 000, 16 000 sans le moindre souci. Maintenant, comme dit, moi j'ai pas envie, je vous le dis tout de suite, forcément partir là-dedans, de forcément déjà partir dans un pump, et je m'attendrai à quelque chose, une consolidation plus longue, c'est-à-dire finalement à quelque chose qui ressemblera plutôt à, alors je vais le dessiner du coup, à ceci, une ABCDE, d'accord, pour donner un exemple. Non, du coup non, je l'ai mal indiqué. Donc racine A, B, C, D, E, triangle moyennement bien fait, hop, rejet maintenant vers le haut et c'est terminé. On casse le triangle vers le haut et boum, badaboum, on va chercher les TP qui sont terminés. D'accord. Maintenant, c'est plutôt ce que je vois. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai expliqué hier, il faut apprendre et oser temporiser. D'accord. Si vous voulez compter en quart d'heure et des choses comme ça, vous êtes libre. Moi, je ne fais pas ça. J'ai plus envie de me casser la tête comme je l'ai déjà fait. Ça me demande beaucoup de temps. Maintenant, beaucoup le savent, mais j'ai beaucoup moins de temps finalement dans ma vie parce que j'ai un petit bout à la maison en plus. Donc, du coup, il faut le comprendre. Je ne vais pas le faire pour vous. Si vous voulez vraiment faire le travail en quart d'heure, en demi-heure, en horaire, vous pouvez le faire. Mais moi, clairement, je vous montre les grandes figures. D'accord. Le travail, entre guillemets, le plus simple, mais qui va apporter finalement le même résultat
résultat. D'accord? Après, c'est juste une question de patience. Également, ce n'est pas mauvais de travailler les choses en quart d'heure, etc. parce que c'est formateur. Vous apprenez à décompter, à faire des plans, des sous-plans, des tout petits plans. Ça permet de travailler plus de choses, voire plus d'exercices, plutôt que de travailler une fois par jour, 2-3 bougies qui se sont dessinées par rapport à hier. Maintenant, vous pouvez travailler même en minutes et travailler toutes des petites choses pour l'entraînement, juste pour vous dire, essayez d'identifier des vagues. Mais voilà, maintenant, encore une fois, c'est une question d'exercice. Mais si vous voulez vraiment trader du minute, chaud pour vous. Rappelez-vous, le trader qui travaille en minute, c'est quelqu'un de très averti, quelqu'un de pas du tout émotionnel, quelqu'un de très froid, quelqu'un qui peut prendre des décisions rapidement, sans être influencé par quoi que ce soit. Enfin, franchement, c'est un exercice très dur. C'est un exercice pour moi de haute compétition pour celui qui trade en minutes. En gros du scalping, vraiment c'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc pour ma part, je suis plutôt en swing et ça me convient très très bien. C'est-à-dire même en swing, c'est très bien journalier, voire même en semaine et voire même parfois plus. Donc maintenant clairement, on attend la confirmation haussière, on attend le break aussi, on attend tout cela. Je ne vais pas commencer à décompter ça, vous le savez très bien. En horaire. Maintenant qu'on a vu tout ça, on attend, comme dit les TP, à placer. D'ailleurs, l'objectif minimum à attendre ou à attendre plutôt, et je vais placer ici ça d'ailleurs en horaire comme ça on voit le plan un peu plus précisément. L'objectif minimum à attendre maintenant, d'ailleurs je vais mettre ça en visible, c'est les vagues que l'on voit ici en jaune. D'accord, les vagues en jaune. L'objectif prix minimum, c'est-à-dire, quand on met son Fibo ensemble, comme suit, on va au bas de la 2, c'est-à-dire, normalement d'ailleurs, on a mis 4 TP, d'accord? On a mis le TP de sécu ici, on a mis le TP1 majeur, le TP2 majeur, le TP3 majeur, d'accord? Il faut comprendre une chose également, c'est que là, on a mis des TP qui ne vont même pas en fait chercher minimum les 161,8 de la 3 ici, donc de la grande figure en 3. Donc ici, je vais mettre le degré juste au-dessus, d'accord? Donc la 5 est le sous-décompte de la jaune. Donc ici, la 5 en bleu est le sous-décompte de la jaune. J'essaie d'être un peu précis. Donc ici, clairement, on est dans un degré plus important, comme vous le voyez en jaune, entre parenthèses maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de ces 3, entre parenthèses, minimum, sont normalement les 161,8% de Fibonacci. Donc un prix à atteindre des 15 749 $. Il y a tout de même, vous voyez bien, des TP intermédiaires. Maintenant, c'est étant donné qu'on joue, si vous voulez, des petites vagues. On peut se tromper. On peut également faire une 3 qui, malheureusement, ferait une statistique faible de, je pense, 12% en dessous des 161,8% de Fibonacci, alors que normalement, on doit faire 161,8 plus avec la majorité finalement des statistiques. Rappelez-vous, les stats les plus grandes nous invitent à avoir un 161,8 plus et non pas pour une 3 un 161,8 moins. Donc c'est-à-dire qu'on a tout de même des TP intermédiaires en dessous. D'accord. Vous pouvez du coup privilégier le plus gros TP dans la zone haute aux alentours des 15 000, mais n'empêche, prenez tous les TP. D'accord. Prenez tous les TP, on joue les petites vagues et on ne sait pas exactement jusqu'où ça va monter, comment ça va monter, etc. Et si ça doit monter aussi haut finalement. Donc vraiment, prenez tous les TP. Ils ne sont pas là pour faire joli, d'accord, mais ils sont là vraiment pour finalement faire un trade entre guillemets parfait, soutenu, sans vouloir dire qu'on lit l'avenir, bien entendu. Donc ici, vraiment, prenez votre TP, c'est-à-dire ici le prochain aux alentours des 14 200. Le deuxième majeur ici au 15 015 et le troisième majeur aux alentours des 16 324. Vous pouvez également vous dire, mais moi je vais prendre un TP plutôt sur les 161,8 et l'objectif parfait de la 3. Vous pouvez également le faire. Ici, ce sont également les 15 767 $. Rien ne vous empêche également d'ajouter un TP. Moi, j'en mets 3, donc 3 majeurs et un de sécu. Et ici, ça copie mal. Ça fait un mauvais copier-coller. Mais moi, j'en mets... Oh, regardez ce que ça fait là. C'est grave quand même. Voilà, moi j'en mets 3, donc 1, 2, 3 majeurs. Le TP de sécu, je ne le compte pas, pour moi c'est 0.5, mais vous pouvez en mettre 4 majeurs. Vous pouvez dire, voilà, je mets quand même un TP en plus aux alentours des 161,8. Ça, c'est rien qui ne vous empêche non plus. Également, n'oubliez pas, un trade n'est jamais clôturé à 100% tant qu'il est gagnant. Donc c'est-à-dire que si maintenant ça pump, ne vendez jamais tout. Durant ce trade-là, ne vendez jamais tout. Vous allez vendre finalement, c'est-à-dire peut-être 95%, 90%, 80%, 85% de votre position jusqu'au dernier TP des 16 300. Mais gardez 5, 10, 15% dans ce trade-là, au cas où ça continue à péter vers le haut. Et à ce moment-là, vous serez toujours dans le trade et toujours dans le gain. C'est très important de comprendre qu'un trade perdant, on le clôture le plus vite possible avec son stop loss, d'accord? Mais au contraire, un gain, ou pas un gain, mais un trade qui est dans le gain, c'est-à-dire qui est gagnant, lui, on le clôture le plus tardivement possible parce qu'on ne crache pas sur l'argent gagné, bien entendu. Alors qu'on crache, vous le savez, sur les pertes. Ça, c'est très important de le comprendre. Maintenant que ça, c'est vu par rapport au trade, on en a assez parlé. Je ne vais pas
forcément, comment dire, extrapoler et parler plus encore des vagues plus grandes. On sait, l'objectif, c'est d'aller vers les 19 000. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà travaillé ensemble dans un, entre guillemets, moyen court terme. Ça se joue sur des semaines et des mois. Ah, attention, ne pas encore une fois croire que demain, on sera à 19 000. La montée peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, sans le moindre souci, bien entendu. Malgré tout, ce que je voulais faire maintenant, c'est parler aux investisseurs. D'ailleurs, avant de rappeler tous les profils d'investisseurs, etc., je vais parler par rapport à la discussion que j'ai eue dans les commentaires. Très intéressante. J'ai eu peur à un moment que ça soit mal pris parce que c'est vrai que j'essaye d'enseigner, entre guillemets, et parfois, j'ai l'impression que les gens pensent que j'essaye d'imposer mon idée, alors que ce n'est pas le cas. Mais j'essaye vraiment d'expliquer les choses. Un investisseur, qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir pourquoi j'en parle. Parce qu'en fait, le message que j'ai lu dans les commentaires de souvenirs, alors c'était pas exactement ça, j'ai pas une mémoire photographique, mais l'idée c'était que, en gros, quelqu'un faisait l'investissement, mais revendait quand en fait elle sentait pas trop le marché, quand elle avait besoin de temporiser, quand elle avait besoin finalement d'observer, voir le contexte mondial dans lequel on est avec le Covid, etc. Vous savez, c'est pas évident en ce moment, etc. Elle avait besoin de finalement lire le graphique et d'attendre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là avait investi à un certain moment, je ne sais pas, disons qu'elle a acheté, je sais pas, j'invente totalement, du BTC aux alentours des 5 000 $. Bon, point. Du coup, maintenant, elle est en beau bénéfice, etc. C'est-à-dire que maintenant, étant donné qu'on est à 13 000, elle sort du marché. D'accord, elle sort du marché, mais complètement. C'est pas qu'elle sort un peu du marché ou quoi. Elle vend tous ses BTC à 13 000. Maintenant, vous allez me dire qu'il est en bénéfice, etc. Mais ce n'est pas en fait un investisseur à proprement parler strict. Là maintenant, c'est plutôt de l'investissement avec un mélange d'un fin profil, vous le savez très bien, je vais y venir, de trader. C'est-à-dire qu'en fait, un investisseur strict, c'est quelqu'un qui va investir sur un projet, par exemple dans une société, une start-up, ou également sur une crypto-monnaie, etc., sur le projet, sur le fondamental, pour soit deux choses. Un retour sur investissement déjà défini à l'avance. C'est-à-dire qu'elle va se dire, je veux un ratio. Je veux un retour sur investissement de 300%. Je veux un retour sur investissement de 25%. Je veux un multiplicateur de x4. Je veux un multiplicateur de x10. Je sortirai du marché quand mon objectif aura été atteint. D'accord? Ça, c'est quelqu'un qui est entre guillemets stable, qui va soutenir le projet et rester dessus et pas rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. C'est un peu la même chose quand on est sur une société, quand on est dans une start-up et qu'on a un investisseur, on apporte des fonds et si jamais on devait ne plus apporter de fonds et vouloir sortir de cet investissement, c'est qu'on n'y croit plus en la société, c'est qu'on n'a plus envie de finalement la soutenir. Ça, c'est de l'investissement pur et dur, d'accord? Comme sur les cryptos, on peut être un investissement pur et dur. Ça, c'est le premier finalement style d'investissement et qui est pur et dur, d'accord? Maintenant également, le deuxième finalement profil d'investisseur qui n'est pas basé sur le ratio, sur le multiplicateur, bien entendu, le retour d'investissement, c'est également l'investisseur qui va lui parier sur, comme toujours, le fondamental. Attention, c'est toujours le même groupe là d'investissement, le fondamental, mais qui va dire, voilà, moi par exemple, je crois en cette boîte, je crois en le BTC, je crois en cette crypto, je crois en ce projet, je crois en cette startup, je vais rester sur ce projet-là le maximum de temps parce que je lui donne de belles perspectives à l'avenir et je vais rester bloqué dessus sur 15 ans. Je ne touche pas à mes BTC, je ne touche pas à mon fonds d'investissement pendant 15 ans. Ça, il n'y touche pas du tout, il ne sort jamais du marché, il ne rentre jamais dans le marché. Enfin, il achète par palier petit à petit, il rentre dans le marché, il injecte ses capitaux dedans, mais il n'en sort jamais jusqu'à 15 ans. Il s'est donné une perspective de 15 ans et donc il n'en sort jamais. Ça, c'est des investisseurs purs et durs. Maintenant, ce que j'ai lu et du coup, si vous l'avez compris, la personne, ce n'est pas une investisseur pur et dur. C'est-à-dire qu'en fait, elle est rentrée dans le marché, elle en est sortie, elle a besoin de temporiser, elle a besoin de lire, de voir les choses comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en sortant du marché, elle prend également le risque de faire un peu comme les traders, c'est-à-dire qu'elle attend une opportunité de crash potentiel parce qu'elle se dit, ça a été très bien le confinement en France, les semi-confinements dans tous les pays, la recrudescence finalement dans les hôpitaux, des mauvaises nouvelles, enfin bref, les boîtes qui ferment, tout, rien, ça sent pas bon, on va pas se le cacher. L'économie mondiale va en prendre un coup et les chômeurs vont finalement leader du marché. Il y aura que ça et très peu de travailleurs. Mais c'est-à-dire que, là j'extrapole, attention. Mais clairement, c'est-à-dire que finalement, elle attend quoi? Elle attend plutôt ça, d'accord? Elle est plutôt sur une phase de crash. Mais si c'est pas ça qui se passe, d'accord? Si c'est pas ça qui se passe et que c'est ça qui se passe, d'accord? Et qu'en fait ça monte, mais du coup quoi? Elle aura pour le moment perdu toute cette hausse-là potentielle, d'accord? Alors ça, c'est commencer à prendre des risques. C'est commencer à se dire, je veux bien accepter certaines pertes par rapport à certaines décisions que je prends. Attention, je ne dis pas que c'est pas mauvais. Je dis pas que c'est pas mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. Mais
c'est déjà s'approcher de plus en plus du profil trader. C'est-à-dire, je commence à prendre des risques. Non, j'ai pas investi sur du long terme, et non, j'ai pas attendu finalement l'objectif final, soit de temps, soit de ratio que je m'étais donné. Je temporise de temps en temps, je sors de temps en temps du marché, je re-rentre parfois dedans, mais c'est-à-dire que c'est prendre du risque. Parce que si ça monte, ben du coup, il y aura une petite perte. Si ça descend, tant mieux, il y aura du gain. Mais c'est déjà commencer à parier sur la hausse ou la baisse, et non pas sur du long terme, et non pas sur finalement un ratio à attendre d'office. D'accord? Attention à ça. C'est ça que je veux juste indiquer, c'est que la plupart du temps, le mieux, je vous le dis tout de suite, c'est d'être un investisseur, ne plus regarder le prix, enfin regarder le prix oui, par curiosité entre guillemets, mais attendre vraiment l'objectif qui a été fixé dès le début. C'est-à-dire que si vous donnez un ratio et vous dites bah, je veux un x2, un multiplicateur de x2 par rapport à mon investissement, j'attends celui-ci et je ne sors pas du marché tant qu'il n'y a pas eu ce multiplicateur de x2, d'accord, donc de 2, parce que là je répète multiplicateur et fois. Mais clairement c'est important. Ou alors le terme de temps. Si vous vous dites bah, j'attends 10 ans, attendez 10 ans, d'accord, et ne sortez pas avant. Mais maintenant, c'était juste ça, c'était une légère discussion qu'on a eue. Vous êtes investisseur, mais avec, je vous le dis, un profil de trader. Un léger profil de trader. C'est très important de le comprendre. Vous allez, du coup, accepter le risque de pouvoir perdre un tout petit peu de vos BTC, parce que si le cours pump, vous êtes en dollars, bah vous êtes en dollars. Mais le BTC, il est monté sans vous. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Par contre, s'il descend, tant mieux. Vous aurez parié à la baisse, mais c'est bien ça qu'on fait. C'est trader. D'accord? Donc, maintenant, voilà. Ça, c'est important de le comprendre. Je voulais l'expliquer parce que c'est la conversation que j'avais eue hier. J'ai essayé de l'expliquer, mais je pense que ça a été compris. Mais peut-être qu'on a cru que j'étais radical, ou je sais pas. Enfin bref, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de problème entre nous. On a été très courtois, etc. Mais je voulais vraiment le dire de manière auditive. Qu'un trader, c'est quelqu'un qui commence à jouer avec finalement la fluctuation des prix, à pari à la baisse, à la hausse, etc., sans forcément juste voir le long terme et le projet, mais également commencer à voir les prix, où est-ce qu'on en est qu'il peut y avoir un petit crash, oui, non, enfin peu importe. Déjà commencer à jouer avec le cours et finalement faire du trade, quoi, finalement. Donc ici, ça c'est dit. Maintenant, les investisseurs tout néophytes, mais vraiment tout néophyte, premièrement, on ne fait pas ce que je viens d'expliquer, d'accord? Ce qu'on vient de parler là maintenant, ne le faites surtout pas. Là, on parle d'investisseurs avec un léger profil de trader qui vont accepter leur perte si jamais le cours il pump. Ils vont l'accepter, je suis sûr de ça. Ils vont l'accepter, dire ben voilà, je suis sorti du marché, j'ai temporisé, le cours il est monté sans moi, je rachète de nouveau ma position et c'est pas grave, je continuerai à monter avec le cours, même si j'ai reperdu maintenant 10% parce que le cours a pris 10% en un coup, peu importe, d'accord? C'est important de le comprendre, c'est les personnes qui vont l'accepter. Mais les tout néophytes, c'est-à-dire les tout nouveaux investisseurs, ils vont pas accepter ça, d'accord? Donc vous, touchez à rien. Si vous avez acheté, touchez à rien, restez un investisseur pur et dur, vraiment, c'est très important. Et également, du coup, quand rentrer dans le marché et quand sortir, vous allez me dire. Je vais vous expliquer tout ça également. Premièrement, il faut savoir comment acheter. On achète par palier. Ça, c'est important également. Là, je rabâche, vous le savez très bien pour les anciens. Mais pour les nouveaux, restez là, c'est très important pour vous. On achète par palier, jamais d'un seul coup. On rentre jamais dans un marché en achetant un jour, un beau matin. Ben voilà, on est lundi matin, il y a les oiseaux qui chantent et le soleil qui se lève. J'achète du BTC pour 10 000 euros aujourd'hui. Tout le capital d'investissement que j'ai par exemple, et c'est tout. Non, vous allez acheter du coup par petits paliers, vous allez vous dire je vais diviser mes 10 000 euros ou mes 10 000 dollars parce qu'on est en dollars ici, par palier de 10, d'accord, et je vais acheter par petits paliers de 1000. Toutes les 2 semaines par exemple, vous allez vous dire voilà, je vais acheter un peu de BTC. Ou alors un intervalle de temps un peu plus long et vous allez vous dire tous les mois j'achète un peu de BTC. Parce que le cours, comme on ne sait pas ce qu'il va faire, soit il va monter, soit il va descendre. Mais l'objectif, c'est de faire un prix d'achat moyen, d'accord? Dans le cours, en fait, même plus précisément, ce qu'il pourrait faire, c'est par exemple, vraiment, c'est des lignes que je dessine vraiment au hasard, mais il pourrait faire des trucs comme ça, d'accord? À ce moment-là, en achetant un peu là, puis en achetant un peu là, intervalle de temps, d'accord? Un peu là, puis un peu là, puis un peu là, vous aurez parvenu, en tout cas, vous aurez réussi à faire un prix moyen d'achat. C'est-à-dire qu'également, si le cours devait faire, là, du coup, tout à fait autre chose, mais devait faire ceci, bom, 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 puis après je ne sais pas quoi, vous aurez acheté un peu là, 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 et encore une fois, du coup, vous aurez réussi à faire un prix moyen d'achat plutôt, et bien vers le bas ici. C'est important de le comprendre, ça, toujours entrer, vous le savez très bien, par palier, ça permet de faire un prix moyen d'achat, et ainsi pas se retrouver piégé en ayant acheté un top, ou en ayant acheté surtout un top finalement, et au contraire finalement, avec ce prix moyen d'achat, se dire au moins j'ai acheté un prix qui correspond au prix moyen que le BTC rencontre depuis maintenant un an, par exemple, d'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre également. Maintenant, il y a un autre profil également qui est finalement comment rentrer dans le marché, mais le profil qui achète sur cassure de résistance, sur finalement signaux bullish. Donc soit cassure de résistance horizontale, soit cassure de résistance oblique, ou également signaux bullish vis-à-vis d'un oscillateur MACD
Ça peut être d'autres choses, hein, le RSI ou peu, je ne sais pas qu'est-ce que vous travaillez, comment vous le travaillez. Ça peut être également des Ishimoku, ça peut être également des moyennes mobiles, Golden Cross ou d'autres choses, peu importe, n'importe quel indicateur que vous utilisiez, mais vous devez utiliser ça, d'accord? Également, vous vous donnez 10 paliers ou plus, hein, toujours les, par exemple, 1000 $ à investir, et à chaque niveau qui pour vous dit, ben voilà, le marché commence à passer boule, vous commencez à acheter petit à petit. Ça, c'est un autre système pour rentrer dans le marché. Et le dernier système pour entrer dans le marché, mais celui qui s'approche le plus du profil de trader, eh bien, c'est celui qui va attendre d'office des bougies rouges pour acheter. Donc, il ne va jamais acheter les bougies vertes. Il va faire en sorte seulement et uniquement d'acheter finalement les phases baissières. Donc, les phases qui s'indiquent ici. Oh, j'ai mal fait, ça a bougé quand je voulais le faire. Mais les phases qui s'indiquent par exemple là. D'accord, la phase baissière. D'accord, la phase baissière. Et donc, il ne va pas rentrer dans le marché, vous l'avez bien compris, quand ça monte. Là, donc ici, quand je prends ma petite flèche, mon petit pinceau, pardon, il ne va pas acheter cette phase-là. D'accord, il aura acheté quand? Il aura acheté cette phase-là. La phase qui descend. D'accord, il aura mis des paliers, il aura acheté la phase qui descend. D'accord, mais il n'aura pas acheté la phase qui monte. D'accord, ça c'est important de comprendre. De ce fait, il aura un prix moyen d'achat. Bon, si on compte du haut jusqu'au crash du bas, il aura un prix d'achat plus ou moins dans cette zone-là. Pour donner un exemple, aux alentours des 6000. Donc, de toute façon, il s'y retrouve. Et il aura finalement ce prix d'achat moyen des 6000 que le BTC rencontre depuis un certain moment maintenant. On ne va pas le nier. Quand on regarde le niveau de prix que le BTC rencontre et en tout cas soutient le plus, on va mettre un petit rectangle, c'est vraiment ce niveau-là. On va le mettre à partir de là. C'est vraiment ce niveau-là. D'accord? C'est assez large quand même, mais c'est vraiment ce niveau-là. Ce niveau-là. Vraiment, les moments où les prix sont le plus dedans, c'est ici. Là en haut, on a un pic. Là, actuellement, on a un pic. Là où on a eu une seule fois un creux et là un pic. Mais autrement, la majorité des prix sont ici. Après, on a eu un gros pic ici, mais bon, là, c'est le boulot précédent. Mais le cours est surtout soutenu entre les 10 500 et un peu plus bas ici, les 5 900. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. L'objectif, c'est rentrer en faisant une moyenne de prix. Peu importe finalement comment vous rentrez, mais faites des paliers d'achat. Maintenant que ça c'est dit pour les investisseurs, je pense avoir tout dit. Niveau des gaps, on va pas les rappeler, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de neuf, il n'y en a pas de plus, il me semble. Je vais passer en 4 heures pour les lire, mais en termes de gaps, là, est-ce qu'il y a des gaps qui ont été dessinés? Je n'en vois pas, Il y a juste les derniers gaps qui ont été indiqués ici, qui sont toujours les mêmes depuis les 11 400. Un peu plus bas ici, les 11 100, les 11 160, etc. Ces gaps-là, le jour où vous ouvrez un short, si vous voulez vous ouvrir un short, il faudra les prendre en compte dans votre stratégie de trading, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faudra mettre des TP dans ces zones-là. Les privilégier également comme un retour de prix qui doit être fréquenté. Maintenant, tout de suite, étant donné que je suis passé boule, je tiens un décompte boule. C'est-à-dire que ce décompte boule-là, en plus, je ne vais pas le nier, il est assez boule. C'est-à-dire qu'il voit que des retracements assez faibles. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que normalement, si le plan est bien construit et bien soutenu, on a peu de chances de forcément retrouver des prix que par exemple, on pourrait exprimer tels les 9800. D'accord? Donc vraiment, on a peu de chances. On a plus de chances de voir des beaux pumps et de retrouver des retracements qui retrouvent les 13 000, 12 000. Aller voir les 11 000, mais beaucoup moins, ça devient difficile, d'accord? Maintenant, beaucoup de monde me demande et où est le niveau invalidant de ton scénario haussier? Alors là, tout simplement, il faut regarder les vagues blanches, d'accord? Les vagues blanches qui sont ici, d'accord? Donc c'est vraiment celles qui vont dépasser les 20 000. À ce moment-là, donc je vais mettre en retrait celle-ci, ça sera plus simple. Et puis même, j'ai pas ces vagues-là sur un graphique. Non, ça c'est l'ancien bear market. Non, pas du tout. Ici, je vais plutôt regarder ça. Je vais le dessiner ici en fait. Comme ça, on le voit. Et je vais vous montrer du coup le niveau invalidant pourrait bien ce plan-là. Alors, je mets maintenant mon aimant. Hop, j'essaye d'être assez propre sur mes bougies. Une flat, là, attention, d'accord. Hop, je le place. Je fais 3, 4 et 5. Je vais du coup mettre les lignes en visible. Hop, ici, je vais mettre le degré juste normal étant donné que on n'a rien d'autre à l'écran à indiquer. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, de cette 3-là, c'est au moins les 161,8% de Fibonacci. Hop, je le place. Faible 2. D'accord, faible 2. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, on doit atteindre normalement les 18 917 $. On arrondit à 19 000. Ensuite, un retracement de 4 faible et une extension de 5. C'est-à-dire un retracement de 4 faible. On va chercher les 23,6. Les 23,6 à placer là. D'accord, c'est parfait. 23,6 et puis extension de 5. C'est-à-dire que là, pour invalider ce scénario-là, premièrement, 23,6 a privilégié un faible retracement qui vont retrouver les 16 646. Et pour invalider cela, il faudra lire le RSI. D'accord, le RSI, à mon avis, il faudra le lire en weekly à ce moment-là.
De toute façon, on verra comment s'exprime le RSI, etc. Mais à mon avis en weekly. Mais il ne faudra premièrement sur le RSI, si je l'agrandis et que je le déplace, plus jamais passer là-dessous, sous ce niveau-là. D'accord. Le RSI, pour invalider cette quête-là, ne pourra plus passer en dessous de ce niveau-là, donc en dessous des 53,24. Il devra rester au-dessus. D'accord. Maintenant également, en termes du coup de prix, la 4 ne pourra pas être non plus une 4 qui s'effondre et qui s'effondre et qui s'effondre et qui s'effondre et qui repasse sous la 2. Ça, c'est pas non plus bon, d'accord? C'est-à-dire que normalement, on va privilégier, pour garder une 4 potentielle, eh bien, un prix qui va rechercher entre les 23,6, c'est-à-dire des 16 486, et des 50, peut-être un peu plus si vraiment on doit avoir une correction très forte, mais des 13 000 $. Si on va vraiment beaucoup plus bas, ça commence vraiment à faire mal et on commence en tout cas à avoir du mal à croire en une 4, d'accord? Et là, on verra peut-être un nouveau crash. Maintenant, avant cela, vous l'aurez compris, pour invalider finalement toutes les sous-vagues également, il faudrait que par exemple maintenant ça crache et qu'on repasse en dessous de ce niveau-là, c'est-à-dire en dessous de la 2, d'accord? Et même pas, là maintenant, même avant en fait. C'est-à-dire que là, quand on regarde les sous-vagues, étant donné qu'on n'a pas fini les sous-vagues, pour invalider la hausse ici, il faudrait qu'en fait le cours, c'est ça, hein. Donc je regarde en fait les choses, les sous-vagues pour bien me resituer. Il faudrait en fait que le cours, maintenant par exemple, qui monte ou pas un peu, peu importe, hein, qu'il fasse un peu cela, et qui recrache, en fait il ne peut pas redescendre de nouveau sous ce niveau-là. Donc ici le niveau des 9 831 $. Si on revoit le BTC sous ce niveau des 9 831 $, c'est le scénario pour moi invalidé. Et surtout s'il ne parvient pas à atteindre ce prix ici en haut, des alentours des 18 889 $. Donc pour moi, il ne peut plus corriger aussi fortement. Et surtout en dessous des 9 700. Il ne peut plus passer là en dessous, d'accord? Clairement, hein, clairement. Et puis même pour être encore plus précis, je regarde encore une fois mon graphique. 1, 2, 3, 4. Clairement ici, il faut que ça pump grossièrement dans ce plan-là. Et on va même avoir du mal à avoir un BTC sous, pour donner un exemple, sous les 50% qui sont même les 12 874 $, d'accord? Dans la fin du développement de 3, hein, attention. Hein. Pas croire que maintenant, parce qu'on va de nouveau à 12 000, c'est invalidé. Hein. Non, non, non. Il faut qu'il y ait le pump, puis après le dump, et pour après invalider cela, d'accord? Mais maintenant, voilà, clairement, il faut en gros que ça pump. Si jamais de toute façon il y avait invalidation de scénario à un moment pour une sous-vague, etc., parce que là c'est plus complexe et je dois aller dans le détail, j'en parlerai en vidéo, vous inquiétez pas, d'accord? N'oubliez pas, un trader, c'est quelqu'un qui peut se remettre en question, qui peut changer de plan de trading et se positionner pour aller dans le sens du cours. C'est pas quelqu'un qui a de la fierté, qui a besoin de défendre je ne sais pas quel honneur, parce qu'il n'y a pas d'honneur là-dedans, et au contraire, d'accord? Ça, c'est au tout nouveau néophyte qui pense que du coup il y a de la fierté, qui doivent défendre un point de vue, la façon dont ils analysent qui est excellente. Non, on n'est pas des loups de Wall Street, il n'y a pas un concours en cours, il n'y a pas de la drogue à la fin de la journée qui est à gagner et des prostituées également dans le bureau. Vous le savez très bien, comme dans le film, non, c'est pas du tout ça. On est plutôt soft ici, d'accord? Et l'objectif, c'est juste d'aller dans le sens du cours, essayer de voir juste et bien trader. Donc faire attention également à cette espèce de fierté que certains peuvent avoir. Il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas de fierté en trading, il n'y a en fait que du plan de trading, et ceux qui pensent qu'il y a une fierté, quelque chose comme ça, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque et vous n'êtes juste pas dans le bon sens. Allez faire autre chose, allez faire, je ne sais pas, des émissions de télé-réalité, c'est plutôt pour vous. À mon avis, ça vous conviendra mieux si vous voulez mettre quelque chose en avant et être vu, et être connu, reconnu par des personnes. C'est très intéressant de discuter de ça parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui a une fierté mal placée dans le trading et qui pense que voilà, ils sont des loups de Wall Street et qu'ils doivent avoir raison ou pas raison ou rien du tout, d'accord, rien du tout. Et ayez aucune fierté, voyez votre plan de trading, repositionnez-vous quand il le faut et puis c'est tout, d'accord? Donc là maintenant on a tout vu, j'ai essayé d'être complet. Désolé pour le plan invalidant, j'ai eu du mal un peu à m'exprimer parce qu'il y a tellement de sous-vagues. Je ne vais pas exprimer non plus toutes les sous-vagues, hein, d'accord? J'ai vraiment exprimé les grandes vagues. Si le plan malgré tout est invalidé avant, j'en parlerai. Ça c'est sûr et certain, là-dessus il ne faut pas hésiter, enfin il n'y a pas d'hésitation à avoir, j'en parlerai sans le moindre souci. Maintenant que j'ai tout dit, on a tout vu, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain. Ciao.